Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Jérémy Jabiol, bonjour. Vous travaillez actuellement sur la pollution diffuse et sur des nouveaux outils pour la repérer. Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer sur quoi vous travaillez ? Bonjour, oui merci, je suis hydrobiologiste indépendant, je suis spécialisé sur le processus de décomposition des litières végétales, si vous préférez des feuilles mortes, dans les rivières. Alors ces feuilles mortes, qui proviennent de la végétation des berges du cours d'eau, elles sont une ressource très importante pour de nombreux organismes aquatiques, alors à la fois des micro-organismes comme les bactéries et les champignons, et des organismes aussi de plus grande taille avec des insectes et des crustacés comme le gamard. Et moi, ce qui m'intéresse en particulier, et ce sur quoi je travaille depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est l'effet des facteurs environnementaux sur cette vitesse de décomposition. Et surtout, ce qu'elle peut nous apprendre sur l'état de santé des rivières. Alors c'est dans ce cadre-là que j'ai été impliqué dans le projet Impact CE, puisqu'on a déployé dans le cadre de ce projet des mesures de décomposition des litières dans une dizaine de rivières, plus ou moins contaminées par des pesticides pour en mesurer l'impact écologique. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous expliquer le fonctionnement et l'utilisation de ces litières et les informations qu'elles nous donnent finalement sur les cours d'eau ? Alors le principe, il est très simple. La décomposition, c'est quelque chose qui a lieu dans tous les cours d'eau, et on va donc compter sur les organismes décomposeurs naturellement présents, dont l'activité est influencée par un certain nombre de paramètres environnementaux, qu'ils soient naturels ou liés aux activités humaines. Alors concrètement, comment ça se passe ? Il suffit de ramasser des feuilles mortes à l'automne, typiquement des feuilles d'aulne, qui est une espèce souvent présente le long des berges des cours d'eau en France métropolitaine, et qui se décompose relativement bien. On les pèse en lots de 4 grammes qu'on va placer dans des petits sacs fabriqués à partir de filets, et on va immerger ces filets dans les cours d'eau pendant un temps donné, en principe 4 semaines. Et à l'issue de ce laps de temps, on récupère les feuilles, on les nettoie, on les fait sécher, on les pèse de nouveau. Puisqu'on connaît la masse de feuilles au départ et à l'arrivée, et le temps d'exposition, on peut alors calculer une vitesse de décomposition de ces litières. En parallèle, on suit exactement le même protocole dans une autre station qu'on va appeler la station de référence et qui présente des caractéristiques similaires à la station d'étude, mais dans la mesure du possible, qui va être exempte de contamination. Il suffit après de comparer les taux de décomposition entre la station étudiée et la station de référence, et selon que les valeurs sont proches ou différentes, on pourra dire si oui ou non le fonctionnement écologique de la station d'étude est altéré. Alors il faut savoir aussi qu'en général, on utilise des sacs construits à partir de filets de mailles différentes. Ça nous permet de distinguer l'activité des micro-organismes de celle des invertébrés décomposeurs. Des filets à fine maille de 0,5 mm empêchent les invertébrés d'accéder aux feuilles mortes, ce qui permet d'isoler l'action des micro-organismes. A l'inverse, des filets à grosse maille de 10 mm vont permettre de rendre compte de l'activité de l'ensemble des décomposeurs, micro-organismes et invertébrés. Ça c'est un point important parce que ces groupes d'organismes ne vont pas forcément répondre de la même manière à différentes contaminations. Dans le cas des pesticides par exemple, on s'attend à ce que la décomposition microbienne des feuilles soit plutôt sensible à une contamination par des fongicides, tandis que la contribution des invertébrés va être davantage affectée par une contamination par des insecticides. Alors maintenant, quel type d'information va donner l'outil ? Il va donner une mesure synthétique du fonctionnement écologique de l'écosystème que l'on va considérer comme refléter son état de santé. Il ne va pas toujours permettre, par contre, de diagnostiquer l'origine du déséquilibre écologique. On va quand même pouvoir orienter un diagnostic selon que la décomposition est plus rapide ou plus lente que dans la station de référence. Par exemple, une augmentation de la vitesse de décomposition pourrait plutôt refléter un excès de nutriments ou une augmentation de la température, alors qu'une diminution de la vitesse de décomposition va plutôt nous orienter vers une pollution de type pesticide. Mais pour identifier sans équivoque les causes du problème, il faudra bien sûr avoir recours à des analyses complémentaires. Il y a une analogie qui me plaît bien avec la santé humaine en fait. La température corporelle, elle donne une indication très importante sur notre état de santé général, mais elle ne va pas permettre de diagnostiquer la maladie, et pour ça, les médecins vont avoir besoin de s'appuyer sur des examens complémentaires, comme des bilans sanguins, des radios, etc. Alors quel est le spectre de détection de contaminants de ces outils ? Combien de polluants ils peuvent détecter dans un cours d'eau une fois qu'ils sont mis en place ? Un très grand nombre en fait. On connaît très bien l'effet des nutriments, des pesticides, des contaminations métalliques, de l'acidification des cours d'eau sur ce processus. Mis à part la chimie de l'eau, il y a aussi tout ce qui est présence de barrages, modification de la morphologie du cours d'eau ou de la végétation des berges. Et tout ça influence la vitesse de décomposition et peut donc être décelé par l'outil décomposition des litières.
En fait, cet outil va intégrer l'effet de tout ce qui modifie, directement ou indirectement, soit la biodiversité, soit le nombre, soit l'activité des organismes décomposeurs, que ce soit des invertébrés ou des micro-organismes. Ça fait beaucoup de choses. Alors encore une fois, le revers de la médaille, c'est qu'on ne saura pas forcément identifier quel type de contamination est à l'origine de l'altération du fonctionnement de l'écosystème. Par exemple, dans le cadre du projet Impact CE, la concentration en azote était corrélée à celle des pesticides. C'est logique, c'est très souvent le cas dans un contexte agricole. Et du coup, on ne peut pas complètement exclure que l'effet que l'on est tenté d'attribuer aux pesticides ne soit pas en réalité le résultat de la concentration en azote. Par contre, ce qu'on pourra dire avec confiance, c'est que l'activité agricole dans ces bassins versants a un impact écologique qu'on a pu déceler par le biais de la vitesse de décomposition des litières. Donc ce que vous décrivez, c'est un bioindicateur. Très souvent, ce type d'outils, lorsqu'on les met sur le terrain, on a besoin d'une très bonne connaissance de l'environnement dans lequel on le place pour être sûr de bien comprendre les altérations qu'il va subir, pour en déduire des éventuelles traces de contaminants. Est-ce que les litières végétales ont aussi besoin de cette étape de calibration ? Alors en matière de calibration, il y a bien sûr la nécessité de comparer les résultats avec une station de référence. C'est une calibration dans la mesure où elle va permettre de s'affranchir de l'effet de tous les facteurs naturels sur la décomposition. Par exemple, la décomposition ne va pas avoir la même vitesse dans une eau très calcaire ou dans une eau peu minéralisée. Elle ne va pas aller à la même vitesse dans un torrent de montagne ou dans un cours d'eau de plaine, ou encore en fonction de la température qu'il va faire pendant la mesure. Et du coup, la station de référence nous permet de caler un peu les valeurs de référence attendues d'après ce contexte climatique, biogéographique, géologique, etc. Est-ce que c'est un outil qui est déjà déployé sur le terrain ? Est-ce qu'il est facile d'utilisation ? Si moi je suis gestionnaire de l'eau, est-ce que je peux dès aujourd'hui utiliser ce procédé pour avoir des informations sur mes cours d'eau ? Alors oui, très facile. En fait, c'est un des gros avantages de cet outil. Il n'y a presque aucun matériel spécifique qui est requis, ni aucune expertise particulière. On a juste besoin d'une étuve pour sécher les feuilles, une balance pour faire les peser. À part ça, des feuilles mortes qu'on peut récolter soi-même, des filets qu'on peut facilement confectionner à partir de matériaux du commerce, et un peu de temps. On compte environ 5-6 heures de travail effectif pour chaque station, tout compris, la collecte des feuilles, la confection des filets, le nettoyage des feuilles, les pesées, la partie terrain. En ce qui concerne l'interprétation, par contre, je dirais qu'il y a une lecture un peu à plusieurs niveaux, parce qu'autant il est facile d'établir la comparaison avec la station de référence et conclure si le fonctionnement écologique des cours d'eau est altéré ou non. Par contre, une analyse plus pointue va nécessiter de bonnes connaissances théoriques et surtout des analyses complémentaires. Pour reprendre un peu l'analogie de tout à l'heure avec la santé humaine, n'importe qui peut prendre sa température et se dire que 42 fièvres, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, pour aller plus loin, pour établir un diagnostic, il faudra consulter quelqu'un qui a de bonnes connaissances théoriques, un médecin, et qui aura potentiellement besoin de prescrire des analyses complémentaires. Alors en tant que chercheur qui travaillait encore sur cet outil, pour vous, c'est quoi le développement à venir de ce dernier et quels sont les avantages et les limites que vous avez pu repérer dans son utilisation ? Alors je commencerai par les limites parce que je viens d'en aborder une, c'est que l'outil ne permet pas d'identifier l'origine du dysfonctionnement écologique, même si on a vu que de bonnes connaissances théoriques peuvent orienter un diagnostic. Et une deuxième limite, c'est que la nécessité de disposer d'une station de référence peut être un peu contraignante. Autant si on étudie l'effet d'un rejet très localisé, c'est assez simple, on peut placer la station de référence en amont et la station d'étude en aval des rejets, et conclure facilement si ce rejet modifie le fonctionnement de l'écosystème. Dans le cas de pollution diffuse, comme c'était le cas pour le projet Impact CE, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué d'identifier des stations de référence dans des bassins versants très impactés. Et maintenant pour ce qui est des avantages, en fait j'en ai déjà abordé pas mal, le premier étant que la décomposition fournit une image synthétique du fonctionnement de l'écosystème dans son ensemble, puisqu'elle cumule l'influence d'un grand nombre de perturbations sur différents types d'organismes et sur un pas de temps de l'ordre du mois. Un autre avantage très important, c'est le côté bon marché, intuitif et facile à mettre en œuvre. Et un dernier point que je voudrais évoquer, c'est que l'outil il est transposable dans de multiples contextes. C'est-à-dire dans n'importe quelle rivière du monde, il va y avoir une activité de décomposition qu'on va pouvoir mesurer, voire même dans d'autres types d'écosystèmes en fait, des lacs, des écosystèmes terrestres, pourquoi pas des écosystèmes marins. Je pense que peu d'indicateurs biologiques sont dotés d'une aussi grande polyvalence. Alors les développements sont bien sûr liés aux limites qu'on a identifiées et vont viser à s'en affranchir. La première limite concernait l'absence de caractère diagnostique de l'outil. On a vu que l'utilisation de deux types de mailles peut déjà orienter un diagnostic,
comme pour discriminer entre l'effet des insecticides et des fongicides. Et je pense qu'une solution dans cette direction, ce serait de démultiplier le nombre de variables qu'on va mesurer. Par exemple, en comparant la décomposition d'espèces différentes de litières. La litière d'aulne, qu'on utilise généralement, est naturellement riche en azote, elle répond beaucoup moins bien que d'autres espèces à un excès d'azote dans le cours d'eau. Donc, en combinant les mesures de décomposition de l'aulne avec d'autres espèces, qui restent à déterminer, et dans différents types de mailles, c'est déjà un premier pas, à mon avis, pour discriminer les effets de différents contaminants. On peut aussi décrire les communautés de décomposeurs associés aux sacs à litière, champignons, invertébrés, mais ça nécessite évidemment un niveau d'expertise beaucoup plus important. Et l'autre limite que j'ai évoquée, c'est la nécessité de disposer d'une situation de référence. Alors l'idéal serait de pouvoir s'en affranchir et se baser sur une valeur de référence théorique. Il s'agirait en fait d'être capable de prédire la vitesse de décomposition dans des stations de référence virtuelles, d'après un nombre le plus limité possible, de paramètres physico-chimiques, biogéographiques. Et si on arrive à ça, et je pense qu'on en a aujourd'hui les moyens, la décomposition des litières aura beaucoup de choses à nous raconter sur l'état de santé de nos rivières. Merci Jérémy Jabiol de m'avoir accordé ce temps pour cet entretien. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description.